Bonjour à tous. L'affaire des Uber Files est en train de prendre de l'ampleur et on a vu la réaction de Macron qui a dit qu'en gros il en avait rien à foutre et qu'il referait demain ce qu'il a fait hier. Je crois que c'est aujourd'hui l'occasion de faire un résumé de cette affaire. C'est parti. Cette affaire éclate suite à la révélation par le Guardian de milliers de documents internes à Uber, cette société de VTC, véhicule de transport avec chauffeur, qui s'est imposée en France à partir de 2011. Ces documents ont été révélés par le lanceur d'alerte Mark McGann, qui est un ancien lobbyiste en chef de la société Uber. Il était en contact avec tous les gouvernements d'Europe, d'Afrique et du Moyen-Orient pour qu'Uber puisse s'installer dans ces régions. En publiant ces documents, il nous donne accès en quelque sorte à la boîte noire de la société Uber et de ses relations avec l'État français. En fait, il y a deux volets dans cette affaire. Les méthodes qu'employait Uber pour s'imposer partout dans le monde et les relations étroites et secrètes qu'entretenait Macron avec cette société. Uber est une société américaine qui s'installe en France en 2011. C'est un nouveau service de chauffeur que l'on peut solliciter via une application. C'est un concurrent direct au taxi. Problème, la profession de taxi est très réglementée dans beaucoup de pays du monde, et y compris en France. N'est pas taxi qui veut. Les dirigeants d'Uber vont donc devoir manœuvrer en coulisses pour favoriser une transformation juridique des règles régissant ce secteur. Il faut briser le monopole des taxis et déréguler au forceps ce marché afin qu'Uber puisse s'imposer. Mais Uber est pressé. Uber n'attend pas que les règles changent, Uber veut s'imposer par le fait accompli en défiant l'État. Donc Uber s'installe en France en 2011 et enfreint la loi, notamment en 2014 avec son offre Uber Pop qui permet à n'importe quel particulier d'offrir un service de chauffeur sans licence de taxi ni de VTC. Ce service illégal va donc logiquement générer énormément de tensions entre les taxis, qui payent leur licence une fortune, et les chauffeurs Uber, jusqu'à provoquer des manifestations violentes. Les documents qui sont sortis dernièrement révèlent que Travis Kalanick, l'ex-patron d'Uber, a sciemment utilisé la violence pour servir sa cause, en appelant notamment les chauffeurs Uber à la désobéissance civile massive. La violence est la garantie du succès, écrit-il même en interne à ses collaborateurs. Le patron d'Uber aurait utilisé les chauffeurs comme une arme, témoigne un ancien cadre supérieur de la société, afin d'entretenir la controverse. Les Uber Files montrent en effet qu'Uber a mis en place une véritable stratégie du chaos pour conquérir le monde. L'ex-lobbyiste en chef McGann, aujourd'hui lanceur d'alerte, ira même jusqu'à écrire dans un mail à ses collaborateurs alors qu'il prépare une réunion avec un commissaire européen. Ce serait très efficace d'avoir des photos de violence à Barcelone cette semaine et d'autres incidents. Autre méthode illégale utilisée par Uber un peu partout dans le monde, empêcher les forces de l'ordre d'utiliser l'application Uber et donc de se faire passer pour des clients Uber afin de contrôler les chauffeurs. C'est la technique de la Greyball. En livrant une version altérée de l'application aux forces de l'ordre, Uber les empêchait ainsi de contrôler leurs chauffeurs. Bien sûr, les méthodes d'Uber ne s'arrêtent pas là, et partout en Europe et dans le monde, Uber va mener une intense campagne de lobbying pour soudoyer des journalistes, des hommes politiques, des hommes d'affaires, des experts, des personnalités de tout milieu, afin de servir sa cause. Uber va par exemple payer des salles de rédaction pour rédiger des articles élogieux à son égard, comme par exemple dans le journal Bild, le journal le plus populaire d'Allemagne, ou encore des experts, comme par exemple l'économiste Augustin Landier, qui sera payé 100 000 € pour co-signer une étude sur mesure démontrant l'effet bénéfique d'Uber sur l'emploi. Et c'est pas le seul, loin de là. En 2016, Uber va faire une très grosse prise en embauchant comme lobbyiste Neelie Kroes, qui a été jusqu'en 2014 commissaire européenne au numérique. Rien que ça. Mais les documents qui sont sortis dernièrement révèlent que Neelie Kroes a eu des contacts secrets et réguliers avec Uber avant la fin de son mandat et a même agi en sa faveur, ce qui est absolument interdit par la loi. C'est donc cette entreprise très sulfureuse qui agit souvent en marge de la légalité, voire même dans l'illégalité, qui aura comme interlocuteur privilégié, voire même comme soutien actif en France, l'ancien ministre de l'économie, aujourd'hui président de la République, Emmanuel Macron. À l'époque des faits, l'ensemble du gouvernement français est plutôt hostile à cette entreprise très limite, qui foule aux pieds la loi et tente de s'imposer par la force. Une loi tentant de freiner fortement les activités d'Uber, tout en modernisant le secteur des taxis, et même promulguée en 2014, c'est la loi Thévenoud. Pour abattre ce mur juridique et rendre son activité légale, Uber va trouver en Macron un soutien très actif, qui va même court-circuiter son propre gouvernement. Mark McGann, le lobbyiste en chef pour l'Europe, dira même, après sa première rencontre secrète avec Macron le 1er octobre 2014, « Meeting méga top avec Macron ce matin, spectaculaire, du jamais vu, beaucoup de boulot devant nous, mais on va bientôt danser. » À cette réunion, il y a également le sulfureux patron d'Uber, Travis Kalanick,
Tellement sulfureux que Boris Johnson, qui a toujours refusé de le rencontrer, dira de lui « Je préfère être vu avec le chef de l'État islamique qu'avec lui ». D'ailleurs, cette rencontre ne figure pas à l'agenda officiel du ministre Macron. Le but de cette rencontre est clairement de vider la loi Thévenoud de sa substance afin d'ouvrir la voie à Uber. Macron va rencontrer au total 4 fois le patron d'Uber et va fréquemment communiquer avec ses équipes au cours des 17 mois suivant leur première rencontre. Tout cela dans le but d'aider Uber à s'installer en France. Uber qui est, je le rappelle, à ce moment-là, une entreprise qui enfreint la loi. Macron va notamment donner un coup de pouce à Uber face à la répression des fraudes, afin que ses agents, qui s'apprêtent à faire une perquisition au siège parisien d'Uber, ne soient pas trop conservateurs dans leur interprétation de la loi. Lorsque les services d'Uber sont interdits par arrêté préfectoral dans les Bouches-du-Rhône, c'est encore une fois vers Macron que se tournent les dirigeants d'Uber pour débloquer la situation. « Je regarde ça personnellement », leur répond-il par SMS, et effectivement, 3 jours plus tard, l'arrêté préfectoral est modifié et l'interdiction devient une simple menace de contrôle sur les chauffeurs Uber. Mais le défi majeur, c'est toujours de faire tomber la loi Thévenoud qui protège les taxis. Pour cela, Macron va demander à Uber de rédiger et de livrer des amendements clés en main à certains députés afin de l'aider à pousser l'idée de la dérégulation à l'Assemblée nationale. Peu importe que ces amendements ne soient pas adoptés, l'essentiel est de faire du bruit et de créer un contexte qui lui permette de signer un décret qui, lui, ne passera pas par l'Assemblée nationale. Et c'est exactement ce qui va se passer. Macron arrive à faire passer un décret qui baisse drastiquement le temps de formation nécessaire pour devenir chauffeur VTC. Fin de partie. La dérégulation est en marche et Macron, secrètement allié avec Uber, en est le principal artisan. Le 3 juillet 2015, Uber ferme son service Uber Pop, mais la bataille est gagnée. Le marché est ouvert. Le deal secret passé avec Macron a fonctionné. Conclusion. Quand Macron prétend que tout cela était transparent, c'est faux. Ses rendez-vous avec les lobbyistes d'Uber n'étaient pas inscrits dans son agenda officiel, tout ça a été fait en sous-marin et pour cause. Il prenait à revers son propre gouvernement, d'une part, et en plus se montrer trop proche d'une société qui ne respectait pas la loi aurait été trop risqué pour lui, pour son image. Ensuite, les Uber Files montrent que McGahn, l'ex-lobbyiste en chef de Uber, a aidé Emmanuel Macron lors de sa campagne présidentielle de 2017, notamment en organisant des dîners pour récolter des fonds ou en maintenant en contact l'équipe de Macron avec les principaux dirigeants de la Big Tech et de la Silicon Valley. Alors rien de répréhensible a priori, je crois pas qu'on puisse parler légalement de retour d'ascenseur, mais franchement, ça pue. Pour conclure, Macron a donc travaillé secrètement à servir les intérêts d'une société américaine contre son propre gouvernement, une société qui à l'époque ne respectait pas la loi et qui est considérée aujourd'hui comme une championne de l'évasion fiscale. Tout ça pourquoi? Pour des emplois, me direz-vous. Mais de quels emplois parle-t-on? Des boulots précaires d'auto-entrepreneurs sans couverture sociale, puisqu'officiellement, les chauffeurs Uber sont indépendants et ne sont pas salariés d'Uber, alors qu'il semble évident qu'il existe un lien de subordination entre la plateforme et ses chauffeurs, tout ça pour un salaire médian inférieur au SMIC horaire selon les propres études d'Uber. Bref, le monde ubérisé cher à Macron, sa Startup Nation à base de flexibilité, de précarité saupoudrée de conflits d'intérêts, et il l'a dit lui-même, ce qu'il a fait avec Uber, il est prêt à le refaire demain.